Ma femme a dit, j'en ai marre de vivre avec toi. J'ai souri et j'ai répondu, maintenant, tu es libre et divorcé. Tout a commencé par un murmure, doux comme une brise dans les arbres, mais il a fait voler mon monde en éclats comme un coup de tonnerre. Je marchais pieds nus dans le couloir, portant 2 tasses de thé. Claire ne m'a pas entendu. Elle me tournait le dos, les épaules voûtées, sa voix basse et tranchante. J'en ai marre de faire semblant. Je ne veux même plus vivre avec lui. Je me suis arrêté net. La lumière du couloir vacillait derrière moi, attrapant le bord du cadre photo sur le mur. Notre photo de mariage. Elle y était radieuse. Maintenant, elle paraissait distante, endurcie. Elle ne parlait pas à une amie. Elle confessait quelque chose, planifiait quelque chose. Je suis entré dans la pièce. Qui ne veut plus vivre avec moi? Elle s'est retournée brusquement, comme si elle avait touché un fil à haute tension. Son visage, ses yeux écarquillés, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, trahissaient la vérité avant même qu'un seul mot ne sorte de sa bouche. « Ethan », dit-elle rapidement, la main agrippée à son téléphone comme s'il pouvait la défendre. « Tu n'as pas tout entendu comme il faut. » Ma voix était calme. Trop calme. « Et c'est moi. » Elle se figea. Puis, dans un haussement d'épaules timide, elle força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Ce n'est pas ce que tu penses. » Je me défoulais. Tu sais comment les choses ont été ces derniers temps. J'avais besoin de vider mon sac en le disant à quelqu'un. Tu ne veux plus vivre avec moi. Je la fixais comme si je ne reconnaissais pas la femme en face de moi. Peut-être que c'était le cas. Les lèvres de Claire se pincèrent. Je l'ai dit sous le coup de la colère. Tu as été distant, Ethan. Tu travailles tout le temps. Tu ne me parles jamais. Et ça justifie de planifier une stratégie de sortie dans mon dos? Je ne planifiais rien. Lança-t-elle. C'était juste une conversation. Avec qui? Elle détourna le regard. C'était tout ce que j'avais besoin de voir. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai juste hoché la tête une fois, lentement. Compris. Ethan. Sa voix se brisa et, pendant une seconde, cela sembla presque réel. Ne fais pas de cette histoire une montagne. Les choses ont été tendues, c'est vrai, mais on peut parler. Non, la coupe est jeu. On ne peut pas parler, parce que chaque fois que je te regarderai maintenant, j'entendrai cette phrase résonner dans ma tête, et tu sauras que je l'ai entendue. Voilà où nous en sommes. Le silence entre nous semblait être un canyon. Je me suis retourné, j'ai descendu le couloir jusqu'à notre chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Pas claqué, fermé. Ce son fut plus fort que n'importe quel cri aurait pu l'être. Et là, debout dans le noir, je l'ai senti. Pas de la rage, pas de la confusion, juste cette prise de conscience froide, lente et naissante. La femme à qui je confiais ma vie avait répété mon absence. Comme si j'étais un fardeau dont elle avait hâte de se décharger. Que faire quand la personne pour qui vous prendriez une balle est celle qui tient le pistolet? Je m'appelle Ethan. J'ai 38 ans. Je vis à Charlotte, en Caroline du Nord. Un type ordinaire si vous regardez de l'extérieur. Je co-dirige une entreprise de rénovation de maisons avec mon meilleur ami, Mason. Nous ne roulons pas sur l'or, mais nous sommes stables. Le genre d'entreprise où une poignée de main a encore de la valeur. Je pensais que la stabilité signifiait la sécurité, que si l'on menait sa vie honnêtement, en tenant ses promesses, on méritait la paix. Mais cette nuit-là, debout dans le couloir, tenant 2 tasses de thé qui refroidissaient, j'ai réalisé que je vivais dans une maison bâtie sur du sable. Et la marée montait. Demain, elle se réveillera et fera comme si de rien n'était. Et je ferai semblant de ne pas déjà penser à la fin de tout ça. Parce qu'à partir de maintenant, je joue pour autre chose. Pas la vengeance, pas la rage, juste une seule chose, ma dignité. Et croyez-moi, je vais la reprendre. Le lendemain matin, la cuisine était silencieuse. Elle était déjà là quand je suis entré, debout au comptoir, versant du café dans 2 tasses comme si c'était un mardi ordinaire, comme si elle n'avait pas murmuré un coup de poignard dans le téléphone 12 heures plus tôt. Je n'ai rien dit, j'ai simplement tiré une chaise, je me suis assis et j'ai regardé par la fenêtre le chêne dans notre jardin. Ses feuilles avaient commencé à prendre une teinte ambrée. Avant, j'adorais ça. Maintenant, ça me semblait sans importance. Elle posa une tasse devant moi.
Ma dose habituelle de crème, sans sucre. J'ai regardé la vapeur s'enrouler et se dissiper dans l'air. Ethan, dit-elle doucement, comme si elle avait peur de briser l'instant. Je pense que nous devrions aller en thérapie. J'ai laissé cette proposition en suspens une seconde avant de la regarder. Son maquillage était léger, soigné, les cheveux attachés, sans extravagance, juste une douce armure. Le genre que les gens portent quand ils essaient de vendre la paix au milieu d'un champ de bataille. Tu penses que la thérapie va effacer ce qui s'est passé hier soir, ai-je demandé, d'un ton indéchiffrable. Elle secoua la tête. Pas effacer. Comprendre. Je pense que nous avons perdu quelque chose. Mais peut-être qu'il n'est pas trop tard pour découvrir quoi. Sa voix n'était pas défensive. Au contraire, elle était trop calme, trop préparée, et c'est ça, plus que tout, qui me donnait la chair de poule. Ce n'était pas une confession. C'était une déclaration de relations publiques. J'ai pris une gorgée de café. Toujours chaud, toujours amer, comme tout le reste. Je ne suis pas contre, ai-je finalement dit. Si c'est ce que tu veux. Elle cligna des yeux. Tu es sérieux? Non, dis-je tranquillement. Mais je veux voir où ça mène. Cela l'a pris au dépourvu. Un minuscule tressaillement de son sourcil. Là et aussitôt disparu. Elle essaya de sourire. Alors je vais trouver quelqu'un. Un bon conseiller en ville. Terrain neutre. Parfait, dis-je, sans rien ajouter. Nous sommes restés assis là quelques minutes, faisant semblant de siroter, faisant semblant d'exister dans le même espace. 2 tasses intactes entre nous et un silence qui avait du poids. Elle a attrapé son téléphone, tapotant rapidement avec son pouce. Probablement en train de prendre rendez-vous, ou peut-être d'envoyer un message à la personne à l'autre bout du fil de la nuit dernière. Je n'ai pas demandé. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà. Ce jour-là au travail, j'ai accompli mes tâches comme un fantôme. Mason m'a demandé si quelque chose n'allait pas et j'ai menti effrontément. Je n'étais pas prêt à l'impliquer. Pas encore. Mais quelque chose à propos de ce matin-là n'arrêtait pas de tourner dans ma tête. Son ton, sa suggestion de thérapie. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas de la panique. C'était une stratégie. Elle voulait du temps. Du temps pour se regrouper, pour changer le récit. Et la thérapie lui donnerait justement cela, une chance de recadrer l'histoire comme « nous nous sommes éloignés ». Pas « je t'ai trahi ». Très bien. Laisse-la penser que je jouais le jeu, laisse-la croire que j'achetais l'illusion de la guérison. Mais je ne m'asseyais pas en face d'un conseiller pour reconstruire quelque chose de sacré. J'étais assis là pour écouter, pour étudier. Parce que s'il y avait plus à découvrir, et j'avais le pressentiment profond que c'était le cas, je le trouverais. Plus tard ce soir-là, elle s'est blottie sur le canapé à côté de moi, les pieds sous une couverture, prétendant que les choses guérissaient déjà. Elle a mis une de nos vieilles séries préférées, a même ri aux mêmes blagues que nous avions vues 100 fois. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai juste observé, la façon dont elle s'adossait au coussin, la façon dont elle me jetait un coup d'œil toutes les quelques minutes pour évaluer si les fissures s'étaient refermées. Elle ne l'avait pas fait. Elle s'était seulement élargie. Et au fond de moi, je savais quelque chose qu'elle ignorait. Ce n'était pas une convalescence. C'était de la reconnaissance. Le cabinet du conseiller sentait la lavande et le cuir. Un léger jazz jouait quelque part en fond sonore, et les murs étaient ornés d'œuvres d'art sobres, des couchers de soleil, des aquarelles abstraites, le genre de choses conçues pour vous faire ressentir tout sauf ce que vous ressentiez réellement. Claire était assise à côté de moi sur le canapé couleur crème, les jambes soigneusement croisées, ses mains jointes sur ses genoux comme si elle s'apprêtait à diriger une réunion de parents d'élèves. En face de nous se tenait le docteur Holland, début de la cinquantaine, barbe poivre et sel, des yeux bienveillants qui avaient probablement vu des centaines de couples franchir sa porte avec le cœur en sang et un silence prudent. Il sourit gentiment et nous accueillit comme si nous n'étions pas 2 étrangers essayant de faire passer une guerre civile pour un malentendu. Commençons simplement par ce que vous ressentez tous les deux en ce moment, dit-il. Sans jugement, sans pression. Claire parla la première. Bien sûr. Je me sens perdu, commença-t-elle, sa voix portant juste le bon tremblement, comme si nous formions une équipe avant, et maintenant je ne sais plus qui nous sommes. Je veux renouer le contact. C'est pourquoi j'ai suggéré que nous venions ici. Le docteur Holland hocha la tête, puis se tourna vers moi.
Et vous, Ethan? Je me penchai légèrement en arrière. J'ai l'impression d'être dans une pièce où quelqu'un réarrange les meubles chaque nuit, puis me dit que je suis maladroit quand je trébuche dessus. Claire se tourna, prise au dépourvu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui adressai un léger sourire. Ça veut dire que j'essaie de traverser ça avec toi, mais l'histoire ne cesse de changer. Elle cligna des yeux mais resta silencieuse. Pendant les semaines suivantes, nous sommes revenus chaque jeudi soir à 18h. Et à chaque fois, Claire arrivait avec un nouveau souvenir de son enfance à déballer. Comment son père voyageait trop. Comment sa mère attendait la perfection. Comment elle avait toujours dû être la pacificatrice dans les drames du lycée. Mais quand il s'agissait de nous, de notre mariage, de l'appel téléphonique, rien. Elle tournait autour de la vérité avec une telle grâce que j'aurais presque applaudi. Semaine après semaine, elle dévoilait des couches d'elle-même, mais pas celles qui comptaient. Le docteur Holland posait des questions. Il ramenait doucement la conversation vers notre présent. Claire, que pensez-vous de la disponibilité émotionnelle d'Ethan? Je pense qu'il se renferme, dit-elle. Et pourquoi pensez-vous que cela arrive? Elle baissa les yeux sur ses mains, silencieuse un instant. Parce que peut-être qu'il est fatigué. Ou peut-être que j'ai rendu les choses trop lourdes. Trop lourdes? Comme si cette tension était apparue de nulle part. Comme si ce n'était pas elle qui avait fissuré les fondations et les avait regardées se briser. Après notre 4e séance, nous étions assis dans la voiture, le silence vibrant comme un second moteur. Claire parla enfin. Je pense que ça s'est bien passé. Je fixais droit devant moi. Vraiment? Elle me jeta un coup d'œil. Tu ne penses pas? Je me suis alors tourné vers elle. Claire, tu as plus parlé de ton récital de piano de seconde que de notre mariage. Sa mâchoire se crispa. J'essaie de m'ouvrir. N'est-ce pas ce que tu voulais? Non, dis-je tranquillement. Je voulais la vérité. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. J'ai attendu, mais rien d'autre ne vint. Et cela me dit tout. Plus elle partageait avec le docteur Holland, moins je la croyais. Car ce n'était pas qu'elle cachait de la douleur. C'est qu'elle la sélectionnait avec soin, livrant juste assez de vulnérabilité pour paraître humaine sans jamais toucher à la véritable blessure. J'ai commencé à me demander s'il y avait une autre vérité cachée sous la surface. Pas seulement un moment de faiblesse ou une distance émotionnelle, mais autre chose, quelque chose qu'elle protégeait, et si elle ne voulait pas me le donner de son plein gré, je trouverais un autre moyen de l'obtenir. Mason disait toujours que les meilleures conversations se déroulaient autour d'un bon plat de viande et d'un whisky. Alors, quand il a suggéré d'aller déjeuner au Sullivan Steakhouse, je n'ai pas hésité. J'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi, qui n'impliquait pas des réponses de thérapie soigneusement formulées ou la mémoire soudainement impeccable de Claire pour ses traumatismes d'enfance. Nous nous sommes assis au fond, dans une banquette en cuir sous un éclairage tamisé. Mason était déjà en train de se servir quand je me suis glissé en face de lui. Il leva son verre. À la clarté. J'ai eu un sourire sans humour. À la confusion. Nous avons trinqué quand même. Pendant un moment, nous avons parlé normalement, de travail, d'un nouvel entrepreneur qui ne savait pas poser une porte correctement pour sauver sa vie, et du marché immobilier qui se calmait enfin. Mais finalement, il s'est penché en avant, baissant la voix. Alors, comment va Claire? J'ai laissé échapper un lent soupir. Théâtral. Mason pencha la tête. Tu veux dire, fausse? Je veux dire, stratégique, dis-je, en remuant ma purée dans l'assiette. Elle dit juste assez de vérité pour que le reste paraisse innocent. As-tu déjà vu quelqu'un faire semblant de gérer un problème juste pour s'assurer que tu ne vois pas le vrai? Mason hocha lentement la tête. Tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé le serveur remplir nos verres d'eau et s'éloigner. Je l'ai entendu au téléphone, dis-je enfin. Tard dans la nuit. Elle ne savait pas que j'étais là. Mason haussa un sourcil. Elle a dit qu'elle ne voulait plus vivre avec moi. J'ai ajouté, ça n'avait pas l'air d'une blague. Ça n'avait pas l'air de la thérapie non plus. Il se pencha en arrière, expirant. Merde, mec. Je fixais mon steak intact. Je voulais croire qu'elle se défoulait simplement, mais depuis ce jour, elle joue ce jeu, préparant le café, allant en thérapie, riant devant des sitcoms comme si rien n'était cassé.
Tu penses qu'elle essaie de prendre les devants? Dit-il. Oui, je pense qu'elle met en scène l'histoire avant qu'elle n'éclate. Mason fit tourner son verre. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour l'instant, j'essaie. Je suis présent. J'écoute. J'observe. Mais si je découvre qu'il y a plus, si elle ment encore. Il hocha la tête. Alors quoi? Alors j'arrête d'essayer, dis-je, et je commence à documenter. Mason siffla doucement. C'est froid. Non, ai-je répondu. C'est de la survie. Il tendit la main par-dessus la table et me serra l'épaule. Je comprends. Et écoute, je t'ai vu te battre pour elle, mec. Si cette histoire s'effondre vraiment, alors peut-être que ce n'est pas toi qui as échoué. Je n'ai pas répondu, car au fond de moi, je ne voulais pas de réconfort. Je voulais la vérité. Le plus drôle avec la trahison, c'est qu'elle défonce rarement la porte. La plupart du temps, elle entre en souriant, s'assoit à votre table et vous demande si vous voulez un dessert. J'ai quitté le restaurant le ventre plein et l'estomac lourd. Mason avait toujours été mon ancre. Pondéré, loyal, lucide. Il m'a dit de continuer à me battre, que parfois les gens se perdent sans même s'en rendre compte. Et pendant quelques jours, j'ai redoublé d'efforts. J'ai apporté à Claire des fleurs d'un étal de marché qu'elle aimait autrefois. Je lui ai préparé son plat préféré, des pâtes Alfredo au poulet, un mercredi ordinaire. Nous avons regardé un film ensemble et avons ri au même passage. Pendant un court instant, on avait presque l'impression de se retrouver. Je l'ai surprise à me regarder différemment, comme si la version de moi qu'elle avait connue autrefois revenait à la vie. Et pendant un moment, je me suis permis d'espérer. Mais l'espoir peut être une chose dangereuse quand on se tient sur du sable, car même la plus douce des vagues peut vous engloutir tout entier. Au début, ce n'était que de petites choses. Claire m'a dit qu'elle passait l'après-midi avec sa sœur, mais il se trouve que j'ai consulté le compte Instagram de sa sœur par habitude. Elle était sur une plage en Floride, publiant des photos de palmiers et d'embruns. Claire est rentrée ce soir-là, le teint hâlé et fatigué. Pas un bronzage dû au soleil, mais ce regard rougeau, comme si l'adrénaline persistait encore sous sa peau. Vous vous êtes bien amusé, toi et Haley, ai-je demandé nonchalamment, en remuant des pattes sur le feu. Elle a hésité juste une seconde de trop. Oui, on a juste discuté. Rien de spécial. C'était la première fissure. La suivante est arrivée le mardi d'après. Elle a dit qu'elle retrouvait une amie pour déjeuner près des boutiques du quartier sud, mais quand je lui ai demandé plus tard comment ça s'était passé, elle a eu un blanc sur le lieu où elles avaient mangé. Elle ne se souvenait ni du nom, ni de ce qu'elle avait commandé. Claire se souvenait de tout, d'habitude. Elle pouvait réciter un menu de A à Z sans ciller, mais là, elle ne pouvait pas me dire si elle avait pris une soupe ou une salade. Un frisson m'a parcouru ce soir-là. Je la regardais de l'autre côté de la table pendant qu'elle faisait défiler distraitement son téléphone, et quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas de la mauvaise communication. C'était de la désinformation, et j'en avais assez de deviner. Le bureau était calme. Il l'était toujours après 14 heures. Mason sortait généralement pour des courses ou des appels, et le personnel restait dans son coin. J'étais assis à mon bureau, fixant la photo délavée de Claire et moi lors de notre 5e anniversaire. Nous étions à Asheville ce week-end-là. J'avais mon bras autour de ses épaules. Elle riait. Je pouvais presque me souvenir de ce que c'était de lui faire confiance. Puis j'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Il a sonné 3 fois avant qu'une voix ne réponde, calme, ferme et sèche. Ici Victor. J'ai besoin de ton aide, dis-je. Je pense que ma femme cache quelque chose. J'ai besoin de savoir quoi. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Si je trouve ce que vous cherchez, dit Victor lentement, il n'y aura pas de retour en arrière. Je sais, ai-je répondu. Je ne m'attends pas à aimer la réponse. Victor a accepté de me rencontrer le lendemain dans un petit bureau coincé entre un prêteur sur gage et une boutique de vapotage, juste à l'extérieur de la ville. Il était exactement le même. Costume gris, montre noire, pragmatique. Il n'a pas posé beaucoup de questions, a juste pris des notes et hoché la tête. Qui d'autre sait que vous m'engagez, a-t-il demandé avant que je parte. Personne, ai-je dit. Pas même Mason. Il a hoché la tête. C'est bien. Gardez ça pour vous.
Je suis sorti de ce bureau la mâchoire serrée, l'air chargé de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Du regret? Non, pas ça. C'était de la détermination. J'en avais fini de chasser les ombres. Maintenant, j'étais prêt à les attraper. Ce soir-là, je me suis assis sur le porche avec une bière à la main, regardant le ciel s'embraser d'orange derrière notre jardin. Claire est sortie, m'a rejoint avec un verre de vin, ses pieds nus repliés sur le fauteuil en osier. Elle avait l'air paisible. Mais la paix ne signifie pas la pureté. Tu semblais silencieux aujourd'hui, dit-elle. Juste fatigué, ai-je répondu. Le travail? Quelque chose comme ça. Elle a souri doucement et a posé sa tête sur mon épaule. Ce geste avait l'habitude de me faire sentir chez moi. Maintenant, c'était comme une question à laquelle je ne savais pas comment répondre. À ce moment-là, avec le soleil qui déclinait et ses doigts traçant légèrement la couture de mon jean, j'ai réalisé à quel point le faux semblant pouvait exister entre deux personnes, et que parfois, celui qui ment le mieux est celui qui est assis le plus près. Je m'étais dit que je n'allais rien dire, que je garderais l'enquête secrète jusqu'à ce que Victor ait quelque chose de concret. Mais le silence peut être comme de l'acide quand vous êtes assis en face de quelqu'un qui est censé être votre meilleur ami. Mason et moi étions à notre bureau tard ce soir-là. Tout le monde était rentré chez soi et l'air extérieur vibrait des premiers signes de l'humidité estivale. Nous passions en revue des factures quand j'ai finalement craqué. Je ne l'avais pas prévu. Les mots sont sortis tout seuls. J'ai engagé quelqu'un pour surveiller Claire. Il leva brusquement les yeux, clignant des paupières comme s'il avait mal entendu. Pardon? Un détective privé, dis-je, en essayant de garder ma voix stable. J'avais besoin de savoir si elle ment surtout. Mason posa lentement les papiers. Ethan, mec, tu es sérieux. Comme une crise cardiaque. Il se frotta la mâchoire. Putain. C'est un peu extrême, tu ne trouves pas? Je m'en fiche, ai-je lâché. J'en ai marre de chercher des failles dans ces histoires et d'avoir l'impression de devenir fou. Elle est différente. Tout est différent. Mason se leva et commença à faire les 100 pas, je comprends que tu sois blessé, mais ça sent la paranoïa. Et si tu te trompais? Je le fixais. Et si je ne me trompais pas? Il s'arrêta net, la tension montant dans ses épaules. Et alors? Tu as juste quelqu'un qui la suit partout maintenant, attendant qu'elle fasse une erreur. Non, dis-je. J'ai quelqu'un qui observe la vérité, parce que tout ce que Claire me vend, cette thérapie parfaitement synchronisée, les petites routines domestiques, tout ça s'est répété. Mason secoua la tête, la voix tendue. Tu es sûr de ne pas voir des ombres parce que tu t'attends à les voir? Je plissai les yeux. Pourquoi est-ce que ça te dérange autant? Son visage eut un léger tic, mais je l'ai vu. Je suis ton ami, dit-il. Je ne veux pas te voir détruire ta vie sur la base d'un soupçon. On ne se remet pas facilement de ça, Ethan. Peut-être que je n'en ai pas envie, dis-je froidement. Le silence qui suivit fut différent de tout ce que nous avions connu. Finalement, il soupira, prit ses clés sur le bureau et marmonna, fais ce que tu penses devoir faire, mais sois prudent. J'ai hoché la tête. Je le suis. Mais quelque chose dans sa façon de sortir, raide, pressé, ne me semblait pas juste. Comme si j'avais touché une corde sensible que je n'étais pas censé trouver. Cette nuit-là, Claire a agi étrangement. Elle a préparé un chili maison, un de mes plats réconfortants, a mis de la musique douce, a porté le pull qui, selon moi, la faisait ressembler à la version d'elle dont j'étais tombé amoureux. Elle n'a jamais posé de questions sur le travail, n'a jamais demandé pourquoi j'étais en retard ou pourquoi ma voix semblait plate. Elle a juste souri et a continué à servir le vin. Je l'ai regardé verser un deuxième verre et jeter un coup d'œil désinvolte à l'écran de son téléphone, posé face contre table. Tout ce qu'elle faisait semblait chorégraphié, et plus ses mouvements étaient parfaits, plus tout cela paraissait déplacé, comme si quelqu'un savait que les caméras tournaient. Le lendemain matin, quelque chose a changé. Les routines de Claire ont soudainement basculé, elle restait plus souvent à la maison, sautait ses cours de yoga habituels, ne voyait plus d'amis et ne faisait plus de courses spontanées. Pour la première fois depuis des semaines, elle restait près de moi. Trop près. Et c'est là que ça m'a frappé. Pas de la culpabilité, pas du remords. Elle savait. Peut-être pas pour Victor, mais pour le soupçon. Elle avait senti le changement en moi, le repli derrière mes yeux. Et maintenant, elle s'ajustait,
brouillait les pistes, fermait les portes, jouait la perfection. Mais pourquoi cette correction soudaine? Et qui l'avait prévenu? J'ai appelé Victor cet après-midi-là et je lui ai tout raconté, sur Mason, sur la conversation, sur la façon dont toute la routine de Claire avait changé au moment où j'avais parlé. Il y eut une pause. Puis sa voix se fit plus basse. À qui d'autre avez-vous parlé de l'enquête? Je ne voulais pas répondre, mais je l'ai fait. Juste à Mason. La ligne devint complètement silencieuse. Et dans ce silence, j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Une possibilité que je ne voulais pas encore nommer, mais que je ne pouvais plus ignorer. Victor ne parla pas pendant un long moment après que j'ai prononcé le nom de Mason. Puis finalement, d'une voix basse et mesurée, il dit « Retrouvez-moi ce soir ». N'apportez rien. Pas d'appel, pas de SMS. Contentez-vous de venir. Il envoya une adresse. Un parking derrière une vieille laverie automatique à l'est de Charlotte. Le genre d'endroit où l'on ne passe que si l'on est perdu ou si l'on trame quelque chose. J'y suis arrivé à 21h47. Victor était déjà adossé à son SUV noir, les bras croisés, observant la rue comme un homme qui en avait trop vu pour être encore surpris. J'ai revu la surveillance, dit-il alors que je m'approchais. J'ai creusé un peu plus. Je voulais croire que c'était une coïncidence, que son changement soudain n'était que de la nervosité. Mais vous aviez raison. Il a attrapé quelque chose à l'intérieur du véhicule, a sorti une clé USB et me l'a tendue. Je l'ai fixée. Qu'y a-t-il dessus? Il m'a regardé droit dans les yeux. La preuve. Vous avez demandé des réponses. Voici la première. Je n'ai rien demandé d'autre. J'ai juste hoché la tête, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison avec ce petit morceau de plastique me brûlant la poche. À 1h13 du matin, j'étais assis seul dans mon bureau, écouteurs aux oreilles, lumières éteintes. La vidéo s'est chargée. L'horodatage datait de 2 jours après avoir engagé Victor. Claire était censée faire des courses. Elle ne l'était pas. Les images étaient d'une clarté cristalline, enregistrées depuis l'autre côté de la rue. Là, sur le parking d'un hôtel en périphérie de la ville, se tenaient Mason et Claire. Au début, ils ne faisaient que parler. Proche. Trop proche. Puis elle a levé la main, a enlevé quelque chose de son col. Il s'est penché. Leurs lèvres se sont rencontrées. J'ai mis la vidéo en pause et soudain, mon cœur ne battait plus. Il s'effondrait. Mon meilleur ami, ma femme. Pas dans un lit, pas dans un enchevêtrement dramatique de drap, mais ici, sur un parking, comme s'il n'essayait même pas vraiment de se cacher. Ce baiser était pire que n'importe quel scandale de motel. Il était désinvolte, à l'aise, répété. Ce n'était pas le début. C'était un réflexe acquis. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assis là et j'ai rembobiné. J'ai regardé le moment où Claire a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule comme si elle vérifiait la présence de caméra, et l'a quand même embrassé. Elle avait su. Victor m'avait prévenu. Une fois que vous le voyez, il n'y a pas de retour en arrière. Il avait raison, car ce n'était pas seulement une trahison. C'était une conspiration. Et maintenant, la véritable histoire pouvait enfin commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un calme qui me semblait étranger. Pas engourdi, précis. Comme si chaque nerf de mon corps s'était aligné en accord. Je savais ce qu'il fallait faire. Claire se déplaçait dans la cuisine comme si de rien n'était, fredonnant doucement en retournant des pancakes. Je l'ai observée depuis le couloir, notant chaque petit détail. Ses pas mesurés, son léger rire quand elle a fait tomber une fourchette. L'actrice, toujours dans son costume. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai laissé rien sur mon visage trahir le changement. Elle s'est retournée et a souri. Tu en veux? J'ai hoché la tête. Bien sûr. Ça sent bon. Et c'est tout. Pendant qu'elle versait le sirop, je rédigeais sa fin. Cet après-midi-là, j'étais assis dans le bureau de mon avocat et je le regardais parcourir les documents. Il n'a pas posé beaucoup de questions, s'est contenté de serrer la mâchoire à chaque page. Claire ne va pas voir ça venir, dit-il finalement. C'est le but, ai-je répondu. Et votre associé, Mason, vous vous en prenez à lui aussi? J'ai hoché la tête. Il est renvoyé avec effet immédiat.
Les statuts de l'entreprise sont blindés en ce qui concerne les violations éthiques et les abus de confiance. Il s'est adossé à sa chaise, hochant lentement la tête. Vous jouez ça de manière propre, chirurgicale. Je veux que ce soit silencieux, dis-je. Pas d'explosion, pas de scène. Je veux juste qu'ils disparaissent tous les deux. Il a fait glisser la version finale sur le bureau et m'a tendu le stylo. Une seule signature. C'est tout ce qu'il a fallu pour défaire 10 ans de mariage et 15 ans d'amitié. J'ai signé la demande de divorce en premier, puis la lettre de licenciement de Mason. Datée et tamponnée. Sans hésitation, sans regret. Ce soir-là, j'étais assis en face de Claire au dîner et elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. Je lui ai dit qu'elle avait été calme, productive. Elle a souri. J'aime te voir détendu à nouveau. La thérapie fonctionne. J'ai souri en retour. Laisse-la avoir cette dernière illusion. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais pas à cause du chagrin. À cause de la planification. J'ai imprimé les papiers juste avant le lever du soleil, je les ai disposés soigneusement dans une enveloppe neutre et je les placés dans son sac à main. Pas de mots, pas d'explications, juste des conséquences. L'enveloppe de Mason, je l'ai livrée en main propre au bureau, je l'ai laissée sur son bureau avant que quiconque n'arrive. Sa carte d'accès serait désactivée à midi. J'ai laissé mon téléphone en mode silencieux ce jour-là. Quand Claire a finalement ouvert son enveloppe, c'était presque l'heure du déjeuner. Elle m'a envoyé 3 SMS, m'a appelé 4 fois. Je n'ai pas répondu. À 13h32, elle s'est présentée à mon bureau. Les larmes avaient déjà commencé. Elle a fait irruption sans frapper, tenant l'enveloppe comme si c'était une grenade dégoupillée. Ethan, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je me suis levé lentement. C'est la clarté. Sa voix se brisa. Tu ne peux pas simplement. Je ne peux pas, dis-je calmement. Et je l'ai fait. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'était une erreur. Je ne voulais pas que. Je l'ai coupé. Garde ça pour toi. Tu as menti. Tu as triché. Tu as conspiré. Et maintenant, tu en subis les conséquences. Elle s'est complètement effondrée. S'est laissée tomber sur la chaise, sanglotant de manière incontrôlable. Mais je ne l'ai pas touchée. Je ne lui ai offert aucun réconfort. J'ai juste regardé. Je ne voulais pas tomber amoureux de lui, murmura-t-elle. C'est là que je l'ai regardé dans les yeux. Tu n'es pas tombée amoureuse de lui, Claire. Tu t'es éloignée de toi-même. Quand Mason a essayé d'appeler, j'ai bloqué son numéro avant la fin de la première sonnerie. Il n'y avait plus rien à discuter. Le lendemain matin, son bureau était vide. Juste quelques cartons et un ordinateur portable de l'entreprise laissé derrière. Il n'a même pas essayé de se battre. La culpabilité fait des lâches même des hommes les plus audacieux. J'ai traversé le bureau, mais pas plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois, peut-être des années. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle appose sa signature et franchit la porte. Claire n'est pas partie tout de suite. Elle est restée dans la maison 3 jours de plus. Silencieuse, polie, préparant le dîner comme si rien ne s'était effondré. Comme si elle espérait que la routine pourrait combler le cratère qu'elle avait creusé sous nous. Mais je n'ai pas réagi. Ni le matin, ni le soir. Pas même quand elle a laissé une part de ma tarte préférée dans le frigo avec un post-it disant « Je l'ai quand même faite pour toi ». La 3e nuit, je suis rentré tard et je l'ai trouvée assise sur le sol du salon, les jambes repliées sous elle, entourée de vieux albums photos. Elle a levé les yeux vers moi, si rouge que je me suis demandé si elle avait dormi. « Tu me manques » murmura-t-elle. Je n'ai pas bougé de l'embrasure de la porte. « C'est celui que j'étais qui te manque. » Elle a secoué la tête. « Non, c'est nous qui me manquons. Il n'y a plus de nous à regretter, dis-je doucement. » Elle s'est levée, serrant un album contre sa poitrine comme s'il pouvait la protéger. « Tu ne veux même pas essayer à nouveau ?» J'ai croisé son regard. « Non, Claire. J'ai essayé quand je n'avais pas de réponse. Quand je pensais que nous étions perdus mais récupérables. Tu ne m'as pas seulement trahi. Tu as impliqué quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue. » Ses lèvres tremblèrent. « Je ne l'avais pas prévu. Tu l'as entretenu, dis-je. C'est pire. » Son silence en disait plus que n'importe quel sanglot n'aurait pu le faire.
Elle est partie le lendemain matin. Sans fanfare, sans bagage, juste sa voiture disparaissant silencieusement au bout de l'allée à 7h14. Elle ne s'est jamais retournée. Ce soir-là, je me suis assis sur le porche arrière avec une couverture sur les genoux et un verre de bourbon à la main. Le vent bruissait dans les arbres et dispersait de vieilles feuilles sur la terrasse. Pour la première fois, le silence n'était pas tranchant. Il n'était pas punitif. Il était honnête. Il était à moi. Mais alors que la nuit tombait et que la maison craquait de son absence, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas anticipé. Pas du regret, pas de la nostalgie, juste du poids. Le poids de savoir que même quand on gagne, on perd quelque chose en chemin. J'avais protégé ma dignité, obtenu ma justice, mais j'avais aussi enterré la version de moi-même qui croyait autrefois que l'amour seul pouvait tout surmonter. Il n'allait pas revenir, et peut-être que ce n'était pas plus mal. 3 jours après son départ, Claire est revenue. Il pleuvait. Pas fort, juste assez pour rendre l'air lourd, comme si le ciel retenait une crise de nerfs. J'ai entendu la sonnette, mais je n'ai pas bougé tout de suite. J'étais assis à la table de la salle à manger, sirotant un café qui avait refroidi, fixant le grain du bois comme s'il pouvait me distraire. Puis elle a sonné à nouveau. Quand j'ai ouvert la porte, elle était là, trempée, le mascara coulant, tenant une enveloppe à 2 mains comme si elle était sacrée. « On peut parler ?» demanda-t-elle, d'une voix à peine audible. Je me suis écarté sans un mot. Elle est entrée lentement, ses yeux balayant l'espace comme s'il avait changé, bien que tout soit exactement pareil. Sauf moi. Je n'étais plus là où elle m'avait laissé. J'ai écrit, dit-elle, en posant l'enveloppe sur la table basse. Des lettres, des pensées, des choses que je ne t'ai jamais dites. Je n'ai pas regardé l'enveloppe. J'ai juste croisé les bras. Pourquoi maintenant? Son menton trembla. Parce que je n'ai jamais été aussi seul. Et parce que j'avais besoin que tu saches que ce n'était pas une question d'amour. Pas vraiment. Je la fixais. Alors c'était quoi? Elle s'assit, se tordant les mains. Je me sentais invisible. Je me sentais petite. Mason l'a remarqué. Il posait des questions. Toi, tu avais arrêté de le faire. Il m'a fait me sentir vu. J'ai hoché lentement la tête. Et moi, je te faisais te sentir comment? En sécurité, stable, prévisible? Elle grimaça. Oui. Je m'assis en face d'elle. Et ça t'ennuyait? Non. Elle commença, puis s'arrêta. Je crois que j'ai confondu le confort avec l'indifférence. Et le temps que je réalise ce que je faisais, il semblait trop tard. Je me penchai en avant. Tu n'as pas seulement franchi une ligne, Claire. Tu en as tracé une, et tu as construit une vie de l'autre côté, sans moi. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je pensais que je pouvais arranger ça. Je pensais que si je jouais le rôle, si je tenais assez longtemps, peut-être que tu reviendrais émotionnellement. Je ne suis jamais parti, dis-je, plus fort que je ne le voulais. Elle tressaillit. Je ne suis jamais parti, répétai-je plus doucement cette fois. C'est toi qui l'as fait quand tu l'as choisi. Quand tu l'as embrassé sur ce parking comme si c'était un mardi ordinaire et que je n'existais pas, ses yeux s'écarquillèrent. Tu as vu? J'ai hoché la tête. Tout. Un long silence suivit. Claire tendit la main vers l'enveloppe, me la tendit. Il n'y a pas d'excuse là-dedans. Juste la vérité. Je ne demande pas une autre chance. Je veux juste que tu connaisses la version de moi qui a fait ses choix n'est pas la version qui se tient ici maintenant. J'ai regardé l'enveloppe, mais je ne l'ai pas prise. Elle déglutit. Je mérite tout ce qui est arrivé. Je le sais. Mais si une petite partie de toi s'est jamais demandé si quelque chose de tout ça était réel, nous, s'il te plaît, sache que ça l'était. Tu n'étais pas l'échec, Ethan. Je me suis levé lentement. Je sais. Sa lèvre trembla. Alors, c'est un adieu. J'ai esquissé un léger sourire. C'était un adieu au moment où tu l'as embrassé. Elle a hoché la tête, se mordant la lèvre si fort que c'était la seule chose qui la tenait ensemble. Je vais y aller. Elle s'est retournée, a marché vers la porte, s'est arrêtée. La liras-tu un jour? Demanda-t-elle sans se retourner. Je n'ai pas répondu. Elle est partie. La porte s'est refermée derrière elle, doucement, définitivement.
J'ai fixé cette enveloppe pendant un long moment. J'ai pensé à la brûler, à l'enterrer, à ne jamais y toucher. Mais ensuite, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient 6 pages, chacune manuscrite. Pas d'excuses, juste des réflexions, honnêtes. Peut-être. Je les ai lues une fois. Puis je les ai repliées, je les ai glissées dans un tiroir et je suis parti. Parce que certaines fins n'ont pas besoin d'être bouclées. Elles ont juste besoin de distance. Il m'a fallu une semaine pour réaliser que je portais encore l'alliance. C'est drôle comme quelque chose de si petit peut porter tant de poids. L'habitude, l'histoire, l'espoir. Je m'habillais pour la salle de sport, fouillant dans les tiroirs pour trouver un t-shirt propre quand j'ai aperçu son reflet dans le miroir. Argenté, usé, s'accrochant encore à une promesse qui n'existait plus. Je l'ai enlevé lentement, presque avec révérence, je l'ai posé sur la commode comme un monument à une vie à laquelle j'avais survécu. Et d'un coup, je me suis senti plus léger. Pas guéri, mais vidé d'une manière qui laissait de la place à quelque chose de nouveau. À la salle de sport, j'ai gardé la tête baissée. Ma place habituelle, à l'extrémité du rack de poids, un endroit où les gens ne parlent que s'ils y sont obligés. C'est là que je l'ai vu. Leggings rouge foncé, débardeur gris, cheveux attachés en une tresse lâche. Elle luttait pour ajuster la hauteur de la barre sur le rack à squat, jurant à voix basse d'une manière qui m'a fait sourire. Besoin d'un coup de main, ai-je demandé. Elle se retourna, surprise, puis sourit. Seulement si tu promets de ne pas juger ma technique. Aucune promesse, dis-je, en m'approchant pour l'aider. Elle s'appelait Leia, nouvelle en ville, graphiste, allergique aux chats, obsédée par les orages. Le genre de femme qui vous regarde dans les yeux quand elle rit, comme si elle n'avait pas peur d'être vue. Nous avons parlé entre les séries. Rien de lourd, rien de prévu, mais c'était agréable, facile, comme respirer de l'air frais après avoir été trop longtemps sous l'eau. Ce soir-là, de retour à la maison, je me suis assis dans le silence avec un verre d'eau et une vue sur le ciel sombre. Et pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas hanté. Fini d'analyser chaque mot de Claire. Fini de rejouer les conversations. Fini de faire semblant. J'étais seul, mais pas brisé, pas en attente, juste immobile. Et dans cette immobilité, une pensée a doucement émergé, comme une marée qui rentre au port. Tout dans le monde doit être vécu. Chaque fin est en réalité un commencement. Il ne faut pas essayer de deviner à l'avance et il ne sert à rien de pleurer sur le passé. Alors, à la version de moi qui pensait que l'amour était permanent, tu n'avais pas tort. Tu ne savais simplement pas que parfois, l'amour se termine pour que quelque chose d'autre puisse commencer. Et ça, c'est mon commencement.